Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé une très très bonne nuit, que la semaine démarre bien pour vous. Ouais, c'est avec pas mal d'émotion quand même que je lance cette vidéo. Mon 11 de 7 € 2024, comme promis, comme prévu, et un peu plus encore, parce qu'en fait on va faire même une liste des 26. On se met en mode sélectionneur, j'ai beaucoup de noms dont j'ai envie de parler bien sûr. 11 ce serait trop peu. Pour les 51 matchs qu'on a vus, pour ce mois de compétition qu'on a couvert, et pour, si je compte bien, et si YouTube compte bien surtout, pour la 46e vidéo de ce dernier mois, la 168e de l'année 2024. C'est tout un cycle qui prend fin aujourd'hui. Et je vais vous dire encore, merci beaucoup. Ça a été quel moment génial sur la chaîne. J'ai tellement kiffé. Vous avez été tellement sympa, bienveillant avec moi. Donc ouais, le bout d'un chemin, le bout d'une aventure. Dans 2 heures là, il faut que je parte, j'ai un avion à prendre pour une petite semaine de vacances, avant de revenir parler mercato, se projeter sur cette saison 2024-2025 où je trouve hyper excitant. Tous ces entraîneurs, la valse des entraîneurs, quasiment tous les gros clubs ont changé de coach, on a tellement de previews à faire sur ce qui arrive. Mais avant ça, il faut finir cet arc, il faut boucler ce chapitre, mon 11 donc de l'Euro 2024, et ouais, un petit peu plus encore. Alors, on va commencer au poste de gardien où il y a beaucoup de possibilités. Franchement, autant sur le poste de 9, vous allez voir, j'en ai choisi qu'un seul. J'ai pas de remplaçant pour mon buteur, même si on peut faire des petits ajustements tactiques. Parce que les 9, je trouve, n'ont pas été mis vraiment en valeur sur cet euro. D'ailleurs, c'est un euro où on finit avec 5 co-meilleurs buteurs à 3 buts, 5 ou 6 d'ailleurs. Mais par contre, les gardiens, il y a beaucoup de noms. Et alors, parmi les mentions honorables, j'ai pas mis Koen Castells, j'ai pas mis Bart Verbruggen, j'ai pas mis Diogo Costa, qui peut peut-être s'estimer malheureux avec son énorme arrêt décisif, bien sûr, sur Benjamin Šeško, puis la séance de tir au but avec 3 parades. Costa pourrait être parmi les 3, ce serait pas du tout scandaleux. Mais vous allez voir ceux que j'ai mis, pour moi c'est difficile de faire sans eux. C'est d'abord Georgi Mamardashvili en tant que titulaire, et c'est en remplaçant Mike Maignan et Unai Simon. Mamardashvili, je pense, malgré le fait qu'il ait fait que 4 matchs, c'est dingue, que 4 matchs éliminés en 8ème, bien sûr, en ayant pris 4 contre l'Espagne, c'est dingue. Ouais, mais les chiffres, 30 arrêts pour Jordi Mamardashvili. Oula. 30 arrêts pour l'ami géorgien, qui était notre joueur à suivre géorgien en pré-compétition. 30 arrêts, le deuxième gardien avec le plus d'arrêts, c'est 17. 4 PSXG rapporté par match, je pense tout simplement, j'ai les chiffres ici. Il est le leader du classement, 4,1 par match, sur 4 matchs joués donc. Ça veut dire qu'à chaque rencontre, il a rapporté plus d'un but en moyenne par match à la Géorgie. Il n'y a aucun monde où la Géorgie se qualifie, il n'y a aucun monde où la Géorgie fait ce tournoi intéressant, séduisant sans lui. La Géorgie était en réalité une des défenses les plus poreuses du tournoi. Et lui, il a été immense. Donc, ouais, Mamardashvili, je pense, a le potentiel, à 23 ans, pour être un des gardiens qui compte du foot européen. C'était ce qu'on disait en pré-tournoi, ça s'est encore confirmé sur cet euro. Très gros euro pour lui. Et après, les deux autres donc, que je mets, c'est Mike Maignan et Unai Simon. Bon, déjà, il faut dire, ils sont bien classés sur ce classement des gardiens décisifs sur leur ligne. Même un Unai Simon, on y pense moins, mais c'est quand même 3 buts sauvés par rapport à un gardien moyen. Et c'est vrai qu'un Diogo Costa, par exemple, il est plus bas, il est ici. Qui est-ce qu'on a d'autre qui est assez bas? Lounine qui a fait un très mauvais tournoi, très mauvais tournoi, avant d'être remplacé par Troubine. Castel c'est ici, Mert Gunok qui a sorti la parade du tournoi, mais c'est trop peu je pense pour être dans le top 3. En vrai, Donnarumma aurait pu y être si l'Italie était allée plus loin, parce qu'il était pas mal. Mais ouais, ça ce serait mon top 3. Mike Maignan finit avec 4 clean sheets. C'est pas une stat particulièrement importante pour les gardiens, mais bon, on a vu à quel point il a été déterminant sur sa ligne, le jeu au pied aussi. Et Unai Simon, c'est la combinaison des deux. C'est de grosses parades là où il faut, notamment contre l'Allemagne, je me souviens. Mais aussi sa qualité de jeu au pied, l'appui sur Morata. On l'a vu encore une fois sur la finale hier. Comme je dis, à part la petite bourde qu'aurait pu donner lieu au but de Kai Havertz, c'est vrai. Mais sinon, son jeu au pied était impeccable, tellement doux, tellement soyeux, tellement précis, et a bien contribué au succès de l'Espagne pour se sortir de la pression. Donc pour moi, ça fait un trio de gardiens que je trouve, je vais pas dire sans contestation, parce que, comme on a dit, il y a pas mal de noms qui peuvent y prétendre, mais en tout cas, il est au moins entendable. Et bah pour moi, c'est mon trio.
Ok, poste de défenseur droit. J'ai mis Dani Carvajal titulaire et j'ai mis Jules Koundé remplaçant. Pour moi, ce duo-là doit être dans une liste de 26 de la compétition. Et je pense plutôt dans cet ordre-là, parce que même si Koundé a été très très bon, a eu de gros clients en face, Doku, il a été impérial face à lui, Leao, Nuno Mendes, il a un peu plus souffert, mais il s'en est sorti. En demi-finale, ouais, ça allait aussi, mais par contre, Dani Carvajal, je trouve son tournoi quasiment de A à Z, même s'il manque la demi contre la France, hein, mais après, des gestes héroïques face à Moussiala en quart de finale. Il est buteur, il est contre la Croatie, il est tellement déterminant, que ce soit la pression, l'agressivité, le ton impulsé, un second capitaine de cette équipe, mais aussi ce qui permettait, avec ballon, des sorties, des centres réussis. Franchement, Carvajal, je trouve, a fait un très très gros tournoi. Et pour moi, il est le meilleur latéral droit. Il y a beaucoup d'Espagnols, hein. Franchement, on va se retrouver avec un 11 avec tellement d'Espagnols. Mais Koundé, Dédé, remplaçant, ça me semble tout à fait logique aussi par rapport à ce qu'on a dit. Donc j'ai pas trop de doutes sur cette position. Après, les défenseurs centraux, il y en a aussi beaucoup qu'on aurait pu envisager. À la fin, je mets en tant que titulaire William Saliba à droite, parce qu'à gauche, je mets Aymeric Laporte. J'ai pas envie qu'on oublie le très bon tournoi d'Aymeric Laporte. C'est un des Espagnols dont on a le moins parlé, parce que bien sûr, cette Espagne, ça a été le milieu de terrain, ça a été Yamal Williams, mais Aymeric Laporte a fait un super tournoi. Non seulement solide défensivement, des tirs contrés, la protection de surface, mais tout ce qu'il a apporté balle au pied, les portées progressives pour briser la première ligne de pression, les passes. Je crois qu'il est impliqué sur les 2 buts de l'Espagnol, hein. Les 2 en finale partent d'une de ses passes. Il a tellement souvent cassé la ligne, notamment sur le 2e but. Très belle passe qui permet ensuite à Dani Olmo de décaler, magnifique. Enfin, très belle action sur le 2e but, elle est top. Ça part d'une passe d'Aymeric Laporte. Et ouais, franchement, il a été moins en vue peut-être que d'autres, mais Laporte mérite 100% pour moi. Ça c'est vraiment une conviction très forte que j'ai. Il est 100% pour moi dans ce 11 de la compète. Et William Saliba aussi, qui a été limite le meilleur français. Ça se tape avec Maignan et Koundé. Mais Saliba a été très fort aussi. Et bon, plus dans cette position. Mais pour moi, cette paire de défenseurs centraux souffre difficilement de contestation. Celui que je mets 3e, c'est Manuel Akanji, le Suisse, qui a fait aussi, avant l'élimination de la Suisse, donc en quart de finale, une très belle compétition. Dans un registre protection de surface et aussi qualité de passe, un petit peu comme Laporte. La Suisse, la 2e équipe la plus séduisante du tournoi pour moi. Donc on va retrouver quelques Suisses dans cette liste. Mais ouais, Laporte, Saliba, Akanji. Et après, le 4e central, j'ai pas encore choisi. Je vais essayer de lire vos ondes. J'hésite entre Pep, Calafiori et Antonio Rudiger. À la fin, peut-être, malgré la hype Calafiori et le fait qu'on ait découvert un central très prometteur, est-ce qu'il a signé à Arsenal ou va signer à Arsenal ou, en tout cas, on va avoir l'occasion de le voir encore plus. À la fin, je pense pas que je le mets. Et à la fin, je pense que c'est entre Pep et Rudiger. Et c'est peut-être Pep. Parce que le Portugal, honnêtement, est assez infortuné de ne pas aller plus loin. Bon, l'Allemagne aussi aurait pu le faire contre l'Espagne. Pep a 41 ans, c'est quelle immense compétition il a fait. Et ouais, Rudiger, t'aurais pu le mettre aussi 100%. Peut-être j'aurais pu prendre 5 centraux là, mais j'ai voulu choisir des joueurs un petit peu plus milieu de terrain et des ailiers. Parce que là aussi, il y a beaucoup de concurrence. Mais c'est pas scandaleux pour moi si on met aussi Rudiger. Et il y a 2-3 autres noms qui auraient pu être cités parmi les défenseurs centraux. Mais avec ces 4-là, je pense qu'il n'y a pas trop non plus il n'y a pas trop de scandale. Défenseur gauche, Marco Correa. On a donc 3 Espagnols sur cette ligne de 4. Et c'est aussi parce que l'Espagne a fait un gros tournoi défensif. Ils ont encaissé un but à chaque match, mais ils en ont marqué 15. Ça a été aussi par l'apport de ses latéraux. Marco Correa, ses replis, la qualité de repli de l'Espagne lui permettait de se prémunir un peu en transition défensive, mais aussi sa qualité de projection. Il est un peu une des surprises de cet Euro, et à la fin, je trouve que c'est un beau symbole que c'est lui qui donne la passe décisive du but vainqueur contre l'Angleterre hier, pour Mikel Oyarzabal, son centre magnifique délivré depuis cette position. Super tournoi pour Marco Correa dans l'ensemble, un peu de A à Z. Et ouais, pour moi, il est logiquement là. Sur ce poste de défenseur gauche, on aurait pu mettre Théo Hernandez. On aurait pu mettre Nuno Mendes. Je pense Nuno Mendes, il fait partie des malheureux de cette liste parce que
C'est juste qu'il y a 2 défenseurs gauche que je mets devant. Je mets Cucurella, ouais. Et je mets Ferdi Kadioglu. Parce que Kadioglu, qui était notre joueur turc à suivre de l'Euro, a fait une compétition de très très haut rang, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Et les chiffres à ce sujet sont particulièrement éloquents. Si on tape Kadioglu là, on va vite le trouver. Il a 6 entrées, c'est-à-dire qu'il est dans le top 10 de la compétition sur les passes clés, les passes qui aboutissent à un tir. Il en a 12. Il est top 3 aussi de la compétition, même top 2, à égalité avec Koundé, sur les tacles. 18. Sur les tacles remportés, 12, donc 12 sur 18, et aussi ça le met à égalité avec Koundé là-dessus. Sur les interceptions, il est aussi top 10. Et enfin, également sur les possessions progressives. Donc, avec ballon, sans ballon, l'influence de Ferdi Kadioglu a été immense. Et sans lui, la Turquie ne fait pas le parcours qu'elle fait. Donc, pour moi, c'est assez logique qu'il soit le premier Turc de cette liste. Et il y en a un autre, peut-être, dont on va discuter dans quelques minutes. Mais voilà, ça pour boucler le secteur défensif, je dois dire, il y a 2-3 autres noms qui auraient pu rentrer dans la considération, mais je suis assez satisfait de ces 1, 2, 3, 4, 5, et on en a de ces 11 premiers noms, 11 sur 26. On continue au milieu de terrain. Alors, Rodri, Fabien Ruiz, Dani Olmo, les titulaires, je pense que ça souffre d'aucune contestation possible. Rodri d'abord pour commencer, élu meilleur joueur de la compète. Il y a 2 autres gars que j'aurais pu mettre dans la conversation, 2 ou 3 autres gars que j'aurais pu mettre dans la conversation, 2 ou 3 autres espagnols. Mais Rodri a été immense, il a été tellement clutch aussi. Son but contre la Géorgie là, pour permettre à l'Espagne de revenir tout de suite dans le match, pas douter. Même en 45 minutes hier, les 2 tirs contrés qui a réussi en pleine surface sur Declan Rice et sur Harry Kane, juste sur la première mi-temps. Son influence dans le jeu, bien sûr, avec ballon, la sérénité qu'il imprime. Vous vous souvenez contre la Géorgie, avant même son but, quand il dit à tout le monde de se calmer, de se tranquilliser. J'ai adoré son interview d'après-match. Je ne sais pas si vous avez entendu, après la victoire. Il dit cette Espagne, ce qu'on a de spécial, ce qu'on fait de spécial, c'est avec ballon, on joue comme une grande équipe. Sans ballon, on joue comme une petite équipe. J'adore ça. La pression de cette Espagne, son intensité, son énergie, son manque d'ego sans ballon. Tout le monde se donne. Tu vas presser jusqu'au gardien, comme on a vu Olmo le faire hier. Sans ballon, jouer comme une petite équipe. Pas d'ego, les efforts. Et Rodri au cœur de tout ça. Quel immense joueur. Pour moi, le meilleur joueur du monde en ce moment. Le premier que je prendrais. S'il fallait faire une équipe demain, c'est le premier que je prends. Et il va y avoir des conversations sur Ballon d'Or. Malheureusement, City n'est pas allé très très loin. En Ligue des Champions, ils sortent en quart de finale. Mais il ne faut pas oublier que City aussi n'a pas perdu un seul match de sa saison en Champions. Ils sont sortis par le Real Madrid après 2 matchs nuls, ça va au tir au but. City, c'était quand même, je pense, la deuxième meilleure équipe d'Europe cette saison. Ils remportent la Première Ligue face à un Arsenal qui leur a tenu la dragée haute. Rodri remporte l'Euro en étant élu meilleur joueur de la compète. Enfin, pour moi, c'est pas du tout ridicule de le considérer Ballon d'Or juste parce que City a pas gagné la Champions. Pour moi, c'est sans doute celui que je mettrais aujourd'hui Ballon d'Or. Et voilà, c'est Rodri. Fabien Ruiz, qui aurait pensé cette saison que Fabien Ruiz serait même dans la considération pour être élu meilleur joueur de l'Euro tout court. Il a été immense. Est-ce qu'on a quelques chiffres ici? Il est le meilleur joueur de la compète selon FotMob sur les. Bon, après, ces chiffres ne veulent pas dire forcément grand-chose. Mais ouais, il a été très très haut sur ses contributions. Fabien Ruiz, c'est quand même 2 buts, 2 passes D, 4 contributions décisives. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait plus sur tout le tournoi, c'est Lamine Yamal et donc Dani Olmo, qui est le 3e joueur qui complète ce milieu de terrain. Olmo, il n'était pas du tout prévu pour être là, c'était Pedri le titulaire à la base, et suite à la blessure de Pedri, il a fait un tournoi all-time pour lui, voilà, clutch, tellement clutch, 3 buts et 1 passe sur la phase d'élimination directe, contre l'Allemagne, le buteur, le passeur décisif, le grand match de sa carrière. Contre la France, cet enchaînement en pleine surface, dingue. Et même contre l'Angleterre, pas de but ou de passe D, mais c'est lui qui initie l'action du second but de l'Espagne. D'un délice d'extérieur. Vous vous souvenez de cette image qu'on a mise en lumière hier, sur laquelle on a parlé pendant 1 minute? Allez voir si vous l'avez raté. Tout part de cet extérieur splendide de Dani Olmo.
Et ouais, il a été immense dans la combinaison avec Nico Williams, avec Lamine Yamal, qui sont bien sûr, sans trop de surprise aussi, les deux ailiers de ce 11. Bah, il a été top, top, top niveau. À la fin, il finit joueur le plus décisif de l'Euro, Dani Olmo. 3 buts, 2 passes D, et c'est 3 non-penalty goals. 3 buts sans penalty dans le lot. Remplacer Pedri à ce niveau-là, en étant en osmose complète avec tout le collectif, en étant le joueur le plus important du match le plus important, je pense, ce quart de finale contre l'Allemagne, la finale avant l'heure, bah ouais, il mérite 100% d'être là, et il pourrait être élu meilleur joueur de la compétition, que ce serait pas choquant. On va parler de Yamal et Williams, on va les remettre dans quelques minutes. Mais pour compléter d'abord ce milieu de terrain, qui est-ce que j'ai mis? J'ai mis Granit Xhaka dans le rôle de milieu un poil reculé. Franchement, il a fait un top euro. La Suisse aurait pu aller encore un petit peu plus loin. Malheureusement pour elle, donc elle est éliminée au tir au but contre l'Angleterre, mais elle peut faire plus encore. Et pour moi, ça a été la deuxième plus belle nation de cet euro, footballistiquement, bah, en bonne partie grâce à Granit Xhaka, qui a fait une très très belle compète. Et voilà, je le mets pas dans le 11, mais je le mets dans la liste. J'hésite entre... Alors, mettre un troisième 6, entre guillemets, ou troisième joueur reculé. Et alors ça, c'est un choix un petit peu plus contentieux, parce que honnêtement, vous allez voir sur les autres noms que je vais mettre, peut-être il y en a un qui peut s'estimer lésé de pas y être, et peut-être quelqu'un met pas ni Tijani Reinders, ni Stanislav Lobotka, mais les deux m'ont beaucoup parlé sur ce tournoi. Les deux m'ont beaucoup parlé dans l'utilisation du ballon, Reinders repositionné au fur et à mesure de la compète dans ce rôle bas, toutes les ficelles qu'il a tirées, les ouvertures qu'il a créées. Sans lui, les Pays-Bas font pas demi-finale et sont pas à quelques minutes de la finale. Je pense que Reinders a vraiment monté en puissance au fur et à mesure et il a été un joueur très très influent. Et Stanislav Lobotka, j'ai trouvé la Slovaquie, franchement, c'est quasiment pour moi la troisième équipe la plus sympa à avoir joué du tournoi. Eux aussi, ils sortent un peu comme la Suisse, ils sortent contre l'Angleterre en n'ayant pas beaucoup de chance. Mais ils étaient vraiment sympas à avoir joué. Et ça part de Lobotka, qui dans ce 4-3-3 napolitain de Calzona là était vraiment très très bon. Donc voilà, ça c'est plus petit coup de cœur quoi. Ça peut se discuter, mais je mets un des deux. J'y reviens à la fin, on va trancher à la fin. Pour l'instant, je les laisse comme ça. J'ajouterai Remo Freuler aussi dans cette liste de 26. Quand on parle du gros tournoi de la Suisse, bah, c'est en bonne partie grâce à Xhaka, mais aussi Remo Freuler, qui finit avec 2 passes décisives et un but clé contre l'Italie, magnifique, pour ouvrir les débats. Franchement, il a fait un très très gros tournoi aussi, et Freuler pour moi mérite d'être dans cette liste. Qu'est-ce que j'ai d'autre au milieu de terrain? Sur le poste de 10 de milieu de terrain avancé, là j'en ai 3, et je pense que je vais en choisir 2 à la fin, parce que Bellingham ou Arda Güler peuvent même être un petit peu mon substitut du numéro 9, où j'ai pas pris de remplaçant pour l'instant. Güler a joué faux 9 par moment sur cet euro, et je trouve a fait un euro très très intéressant. Jude Bellingham, on sait qu'il est capable d'évoluer dans cette position extrêmement avancée. Je vais d'abord parler de Xavi Simons, qui finit, mine de rien, avec 4 contributions décisives sur cet euro. Je crois que c'est 1 but, 3 passes. On a ici but plus passe décisive. Hop. Xavi Simons, il est là à 4. Le but, 3 passes décisives. Et ce but contre l'Angleterre en demi-finale d'Euro qui se génère tout seul, je trouve qu'il est vraiment monté en puissance au fur et à mesure de la compétition. Xavi Simons. Ça n'avait pas commencé très très fort. Et au fur et à mesure, il a pris la dimension de cet euro. Et à la fin, un gars qui finit, voilà, comme ça, tu vois, Yamal, Olmo, Rakpo, Ruiz, Mikotadze, Simons, spoiler, tous ces gars-là sont les 5 premiers, ils sont dans ma liste. Bah, je trouve ça difficile de ne pas mettre un Xavi Simons qui est finalement un des 6 seuls joueurs de l'Euro à avoir 4 contributions décisives, qui a montré de plus en plus d'influence au fur et à mesure du tournoi, qui a été un des meilleurs néerlandais, d'une équipe qui fait dernier carré, qui retourne en dernier carré d'Euro pour la première fois depuis 20 ans. Je sais pas, ça vous choque Xavi Simons dans la liste? Pour moi, c'était pas évident au début, mais il faut retenir un peu tout, faut pas rester seulement sur les premières impressions. Et du coup, pour moi, ça me semble assez logique de le mettre dans ce Dani Olmo rôle, quoi, de joueur de dernier tiers. Et enfin, Jude Bellingham ou Arda Güler, à la fin, je pense que Güler sort de la liste, et peut-être le 27e joueur, et je choisis Jude.
Pas un grand tournoi, hein, pas un très très grand tournoi de sa part, mais c'est June. C'est un des tout meilleurs joueurs de la saison en club. Il faisait partie, il était, je pense, le deuxième favori, juste derrière Vini peut-être pour le Ballon d'Or en pré-tournoi. Avec un meilleur Euro, peut-être que ce serait lui le favori sans contestation possible, et il est encore dans la course. Mais ouais, il a pas été... Il a manqué un petit peu de régularité. L'Angleterre, je trouve, a pas fait, malgré le fait qu'elle fasse finale et qu'elle soit pas grand-chose de l'emporter, je trouve que cette Angleterre a pas été très très séduisante. Mais à la fin, Bellingham, ça reste quand même 2 buts, dont le but de l'Euro, hein, se retourner acrobatique pour moi contre la Slovaquie, pour permettre à l'Angleterre de rester en vie. Dernière minute, bah ça c'est juste ça, c'est beaucoup d'impact. C'est le premier but du tournoi où on se dit au bout de 15 minutes, waouh, l'Angleterre peut faire quelque chose. Contre la Serbie là, donc, au final, il n'y a rien eu derrière. Enfin, il y a rien eu derrière, il y a une finale quand même. Mais je veux dire, ils ont toujours semblé loin du niveau d'un gagnant. Et il y a aussi la passe décisive pour Cole Palmer hier. J'oublie pas. La déviation après le petit ballon intérieur de Bukayo Saka. La déviation pour Cole Palmer, elle est pas mal. Il fait pas une grande finale et souvent je trouve qu'il aurait pu avoir plus d'influence dans les parties. Mais il faut dire, je pense qu'il a été très très mal utilisé par Southgate aussi. Et mine de rien, ce serait difficile vu vu quand même ce qu'il a apporté à un finaliste d'Euro, de pas le mettre dans la liste. Genre, j'entends Gouler, mais j'ai quand même du mal à mettre Gouler plus que Bellingham. Et parfois, il y a des joueurs que tu notes par rapport à leur standard, mais peut-être il faut noter aussi par rapport à leur qualité, tout simplement. Je sais pas, un Bellingham, par exemple, je pense que ça doit être le joueur qui a subi le plus de fautes de cet Euro. Il doit être quand même dans quelques classements. Il est dans 15 des classements. Sur la distance progressive parcourue, il est 5ème. C'est là que les stats sont intéressantes pour rationaliser un petit peu. Sur le nombre de dribbles réussis, il est à égalité, il est premier à égalité avec Kylian Mbappé. Sur le nombre de tacles remportés, il est 4ème. Sur le nombre de tacles tout court aussi, donc. Sur le nombre d'actions de buts créées, il est 3ème avec 4. Ouais, voilà. Bellingham a fait des choses, 2 buts sans penalty quand même, c'est important. Les possessions progressives, comme on a dit. Et le nombre de fautes subies, il est premier de la compétition avec 16. D'ailleurs, Kukureya est 4ème aussi. Saka, Musiala, des joueurs qu'on met dans la liste. Ah, j'ai pas mis Vitinha. J'ai pas mis Vitinha dans mon 11, et dans ma liste. Et je pense que je vais changer Reinders Lobotka pour Vitinha. En fait, ouais, voilà. Petit changement là. Ça aurait pu se battre avec Freuler. Mais ça me semble difficile de faire cette liste sans Vitinha, qui est quasiment le meilleur joueur portugais. Nuno Mendes pas trop loin, on a mis Pep, on doit mettre Vitinha je pense. Donc voilà, petit changement de dernière minute. Et voilà, ça complète mon milieu de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Rodri, Ruiz, Olmo, le trio de l'Espagne titulaire, ça me semble souffrir d'aucune contestation. Et derrière, on a Xhaka, Freuler, Vitinha, Xavi Simons, Bellingham. Je pense que c'est plutôt cohérent. Et derrière, donc, comme on a dit, Nico Williams à gauche, Georges Mikotadze en pointe, donc, et Lamine Yamal à droite. On va revenir sur Mikotadze, que j'ai sorti, spoil, je voulais le sortir plus tard, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Yamal, élu meilleur jeune de l'Euro, pas loin de pouvoir être élu meilleur joueur de l'Euro tout court. 4 passes décisives, ça fait de lui le meilleur passeur de l'Euro, dont 3 passes sur des matchs à élimination directe. Ok. Une en finale. 19 passes clés, c'est le numéro 1 de l'Euro aussi là-dessus. 31 actions qui amènent à un tir, c'est le numéro 1 de l'Euro là-dessus. Bon, pareil, on va se passer ces chiffres en vite fait. Yamal, hop. Il y a 29 entrées, Yamal. Voilà, il est très très haut de partout. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur les expected assists aussi, 2,7. Il met une distance à tout le monde. C'est pas que les passes décisives, c'est même les XA. Il est très très loin des autres. 3ème volume de tir aussi. Son influence a été énorme. Il aurait pu être meilleur finisseur. Il a pas mal gâché de grosses occasions. 7 tirs cadrés, un seul but. C'est sur la frappe qui a le moins de chances de rentrer, celle de l'extérieur de très très loin contre la France. 19 passes clés comme on a dit. 12 passes à l'intérieur de la surface de réparation, 4ème de l'Euro. Les XA, encore une fois, les actions qui amènent à un tir, 31. Après, ça aide quand tu as joué les 7 matchs. Il est un des rares joueurs d'ailleurs du tournoi à avoir joué les 7 matchs. De l'Espagne aussi.
parce qu'en plus l'Espagne, voilà, contre l'Albanie pouvait faire un petit peu tourner, mais voilà, sur les dribbles réussis, il est aussi 8ème. Ouais, très très gros tournoi bien sûr de l'ami Yamal, l'ami Yamal. Et un but légendaire qui est à 17 ans et 1 jour, champion d'Europe, le plus jeune vainqueur d'une grande compétition de l'histoire, même devant Pelé 58. Donc voilà, à l'image de tout ce qu'on disait sur lui pré-tournoi, que ça pouvait être son euro, un moment d'histoire du foot. Tout ça, on le disait dans la vidéo Eurotour Espagne. Et ça, c'est exactement confirmé, avec une immense compétition. Et Nico Williams aussi, son pendant, sur l'autre aile, un petit peu plus âgé, 21 ans, mais ça reste très jeune et aussi un très très gros tournoi. L'Espagne avait besoin de lui. L'Espagne avait besoin d'avoir de la percussion sur les deux flancs. Et cette entente entre les deux, eh ben, c'est beau, je trouve. Les deux sont très très potes. On en parlait aussi dans l'épisode de retour d'ailleurs, on disait, il y a cette affinité, tu le voyais sur certaines vidéos Inside. Et bah c'est beau, je trouve que ça donne le premier but de cette finale, hier contre l'Angleterre, passe décisive de Yamal pour la finition de Williams. Magnifique. Et Williams, il finit avec 2,1 expected assist aussi, c'est très très élevé. Il finit avec 2 buts hyper importants contre la Géorgie, le but du break là, sous la barre de Mamardashvili, et bien sûr pour ouvrir le score hier, sur la première action de la seconde mi-temps, sur le coup d'envoi. Donc ouais, c'est très très gros tournoi de Nico Williams qui a été hyper influent, qui a eu un petit moment où il est passé un petit peu plus à vide sur les demi-finales, sur la demi-finale et le quart de finale, mais justement je trouve que ça rend encore plus fort le fait de revenir et de finir très très chaud contre l'Angleterre en finale. Deuxième joueur à avoir reçu le plus de passes progressives, il était souvent une solution en attaque rapide, c'est là qu'on le voit aussi pour l'Espagne. Saka est premier de très très loin du tournoi. Sur le nombre de dribbles, de possessions progressives, 31, bah voilà, il est à égalité avec Lamine Yamal, elle est belle cette stat, et à égalité aussi avec Bukayo Saka. C'est un beau trio, il y a juste Dembélé qui est au-dessus avec 32, mais ouais, 31 Yamal, 31 Williams, 31 Saka, c'est beau, c'est encore plus beau parce que Saka est aussi dans ma liste, bien sûr, c'est le meilleur anglais de la compétition, et je pense il n'y a pas trop de doute dessus. Saka, quasiment tous les bons mouvements anglais sont passés par lui. Il a marqué un but très important bien sûr, contre la Suisse, alors que l'Angleterre était aussi à 10 minutes de sortir en quart de finale, pour revenir immédiatement. C'est triste pour Saka parce que son tir au but est celui qui permet à l'Italie de remporter l'Euro la dernière fois, l'arrêt de Donnarumma. Et là, il avait l'occasion de se rattraper, d'effacer cette histoire, cette fin d'histoire triste d'il y a 3 ans. Lui fait son tournoi, lui fait 100% son tournoi. Malheureusement pour lui, l'Angleterre va pas au bout. Après, collectivement, ils n'avaient pas la qualité d'un gagnant. Mais Saka, il n'y a rien à dire. Il fait un très très gros euro. Et juste pour lui, peut-être l'Angleterre aurait mérité d'aller au bout. Très très belle compétition de Bukayo Saka. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Jamal Musiala, bien sûr. Tu peux le mettre à gauche comme à droite. Mais lui aussi finit avec 3 buts sans penalty. Donc co-meilleur buteur de la compète sans penalty, je trouve ça hyper important. Et lui, ça a été le meilleur Allemand. Si l'Espagne passe pas, pour moi, l'Allemagne gagne le tournoi. D'ailleurs, on a dit depuis le début, on dit Suisse, deuxième meilleure équipe de la compète, mais j'oublie l'Allemagne. Donc ce serait le top 3 pour moi. Espagne, Allemagne, Suisse, et avec quatrième peut-être Slovaquie sur la qualité footballistique produite. Mais ouais, Musiala... Franchement, lui, il a posé des problèmes à l'Espagne, qui a jamais vraiment réussi à trouver la solution, à part des fautes tactiques. De Carvajal qui se fait exclure avec 2 fautes d'anti-jeu sur lui. Il y en a un autre aussi qui prend un jaune sur Musiala, je me souviens plus qui, sur ce quart de finale. Lui, il va continuer à faire très très mal. Et malgré le fait que le chemin de l'Allemagne s'arrête en quart de finale, je pense qu'il ne faudra pas oublier le tournoi de Musiala, qui a ajouté par rapport à la Coupe du Monde 2022 la qualité à la finition. C'était le truc qui avait manqué au Qatar. Il faisait beaucoup de différence, sa qualité d'élimination est sensationnelle, mais dans la zone de vérité, il avait manqué de justesse. Là, franchement, non. 3 buts, co-meilleur buteur de la compète. Et ouais, Musiala mérite 100% bien sûr d'être dans cette liste. Franchement, les ailiers se sont vachement mis en vue. À l'image de Yamal Williams, Saka Musiala, c'était très costaud. J'ajouterais Rakpo, qui lui aussi a fait une très très belle compète, qui est vraiment l'homme des grands tournois pour les Pays-Bas, qui finit avec 3 buts aussi donc qu'au meilleur buteur, et une passe décisive aussi.
Ouais, si les Pays-Bas étaient une des équipes les plus dangereuses sur la largeur, avec Dumfries et Rakpo donc cette fois à gauche, Dumfries à droite, Rakpo à gauche, c'est en bonne partie parce que Cody, quand il était trouvé, qui pouvait entrer dans la surface en 1 contre 1, faire un petit peu sa Robben mais droitier, il était extrêmement dangereux. Je le mets pas en 9 parce que la réalité c'est que même si à Liverpool il joue souvent axial, c'était vraiment dans un rôle de largeur qu'il était utile avec les Pays-Bas. Et même quand Memphis sortait, lui restait à gauche. C'était un Weghorst qui prenait sa place, ou Daniel Malen en pointe. Ouais, Gakpo, Rakpo, comme on veut, a fait une très très belle compète. Et sans lui, sans Xavi Simons, sans un bon TJ Reinders, Verbruggen, De Vrij, pas mal. Il y a eu quelques bons néerlandais, hein, mine de rien. Ake au tout début. Bien sûr, ces Pays-Bas vont pas aussi loin. Donc ouais, il est ici. Et enfin, mon dernier joueur, j'ai 2 derniers joueurs. J'ai mis Ivan Schrant de la Slovaquie. Parce que lui, comme surprise, aussi un gars qui met 3 buts sans penalty, et des buts contre l'Angleterre, superbe action d'ailleurs, contre la Belgique et contre l'Ukraine. C'est une belle adversité. Et honnêtement, ouais, tu peux en mettre un ou deux autres, mais je trouve que le tournoi de la Slovaquie méritait distinction. Et à la fin, on n'a pas mis Lobotka. Donc ça me semble bien de mettre Schrant. Et ouais, lui a fait une très très belle compète. Voilà, on s'est donné un petit peu plus de choix sur les ailiers, donc on en a 6. 2 titulaires, 4 remplaçants, à l'image de ce tournoi je trouve, où aucun neuf s'est vraiment distingué. À la fin, je mets Mikotadze, parce que la Géorgie va loin aussi grâce à lui, grâce à Mamardashvili et grâce à Mikotadze. Kfara n'a pas été en reste, mais il y a beaucoup de concurrence sur les ailes. Un petit Kochorashvili aurait pu, mais il y a beaucoup de concurrence au milieu. J'ai mis Miko, même si c'était plutôt dans un système à 2 attaquants. Il finit avec 3 buts, il y a quand même 2 pénaltys dans le lot, mais il y a aussi une passe D si je me souviens bien, il y a des mouvements dangereux. Voilà, c'est pas la position sur laquelle je suis le plus emballé. Il fait un bon tournoi, il fait un très bon tournoi, la Géorgie est très intéressante. Mais voilà, c'est aussi parce qu'il manquait de la concurrence sur ce poste de 9. Et à la fin, tu vois, genre, on pourrait dire qu'Avert, mais Avert, il a marqué 2 buts, c'est des pénaltys. Il a le total le plus élevé de XG de toute la compétition. Il a beaucoup gâché en vrai à la fin, Avert. Si on regarde, hop, on doit les avoir ici. Les XG, ouais voilà, XG 4,1 pour Avert. 2 buts, c'est 2 penalties. Après, les XG font bien augmenter, les penalties font bien augmenter les XG, bien sûr. Mais même sans les penalties, ça doit être genre 2,6 XG pour 0 but, donc. Ronaldo, 3,6 XG, aucun but. Mbappé, 2,9 XG. Kane, 2,8 XG. Les plus grosses productions offensives ont déçu. Et donc, on a Mikotadze qui est là avec 2,3, 3 buts pour lui. Franchement, pas mal. Les déceptions du tournoi, tu peux ajouter Griezmann, Memphis qui n'a pas fait un très bon Euro non plus, je trouve. On n'a aucun joueur autrichien. C'est dommage pour eux que leur parcours s'arrête en 8ème, parce que sinon, je pense que quand on faisait le 11 des groupes, il y avait pas mal d'Autrichiens qui ressortaient. Et c'est vrai qu'un Baumgartner, qu'un Zabitzer, qui était quasiment le meilleur joueur de la phase de groupe, quasiment, qu'un Leimer, il y avait des joueurs intéressants en Autriche. Et ouais, malheureusement pour eux, même un Stéphane Posch, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, 2-3 gars. Donc dommage pour eux, parce que ça, c'était une équipe sympa aussi. Je mettrais top 5, peut-être devant la Slovaquie même, dans la qualité de jeu. Tu peux mettre tous ces... Je dirais Espagne, Allemagne, qu'est-ce qu'on disait? Suisse, Autriche, Slovaquie, les 5 équipes qui jouaient le football le plus élaboré, le plus raffiné, le plus complet. Et voilà, je pense que ça conclut le 11/liste de 26, vous l'avez ici. J'ai pas mis Kanté à la fin parce que son euro finit pas si fort que ça, même si honnêtement la demi-finale contre l'Espagne, il est pas trop mal, il est pas trop mal. Mais avant ça, en 8ème, en quart, c'est un petit peu plus léger. Les 2 premiers matchs, il est homme du match. Donc on l'a mis même dans le 11 de la phase de groupe, si je me souviens bien. Mais ouais, ça n'a pas fini suffisamment fort. J'ai mis aucun Belge du coup dans la liste aussi. Alors qu'un KDB, il y avait des choses intéressantes. Doku, c'était intéressant, mais bon, le parcours s'arrête un peu vite. Et il y a pas mal de déceptions aussi. Lukaku, franchement, à la fin, c'est une grosse déception. Pour 8 tirs cadrés, ouais, c'est léger. Il y a eu des buts annulés de pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas mis? Je vois un Douda qui était intéressant. Demiral, c'est vrai, aurait pu postuler. Si on fait une liste étendue à genre 600 trop, peut-être qu'il y est. Dommage qu'il était suspendu pour le dernier match. Ruben Vargas a fait le match de sa vie contre l'Italie.
Peut-être c'est pas suffisant quand même pour être dans la liste, mais c'était vraiment, vraiment pas mal. J'ai bien aimé Barich Alper Yilmaz. Après, les 9 se sont pas assez distingués, voilà, c'est bien la preuve. C'est un de ceux que j'ai considéré, hein, mais voilà, c'est pas suffisant pour y être. Il y a pas mal de noms, mais je pense qu'on a cité quand même l'essentiel. J'ai pas mis Florian Wirtz à la fin. C'est pas une déception, mais peut-être qu'en pré-tournoi, on aurait pu s'attendre limite un peu à plus. C'est dommage pour l'Allemagne qui rencontre l'Espagne aussi vite. Franchement, ils auraient dû écouter les conseils de Platini et se ménager un parcours un petit peu plus simple. Même si c'est vrai qu'en pré-tournoi, on voyait pas forcément, ça dépend qui, mais l'Espagne n'était pas forcément annoncée comme étant la grande favorite par rapport à l'autre partie de tableau où logiquement il devait y avoir France et Angleterre. C'est vrai que l'Allemagne était peut-être dans une bonne partie de tableau, entre guillemets, mais ils ont eu le manque de bol de finir premier et pourtant de rencontrer la meilleure équipe du tournoi dès l'écart. Sinon, on aurait eu sans doute plus d'Allemands dans cette liste de 26, parce qu'à la fin, on n'a que Moussiala. C'est dingue. Même pas de Kroos, qui franchement pourrait y être. Ce serait pas un scandale s'il y avait Kroos. Mais on n'a pas de Gundo, on n'a pas de Wirtz. Il y a un monde où j'ai failli mettre Füllkrug en tant que 9 remplaçant. Mais non, Rudiger aurait pu être. Même un Neuer, franchement, même un Neuer. Si on fait une liste à genre 5-6 gardiens, Neuer, tu peux le mettre, c'est pas du tout un scandale. Kimmich, ouais. Mittelstedt a déçu et Raum à la fin, limite, était meilleur. Et voilà, je pense. Ouais, Andrich était une déception au milieu. Et l'élimination de l'Allemagne, Andrich y est pas pour rien, parce que sur les buts pris, notamment contre l'Espagne, le but de Dani Olmo, le premier, je trouve qu'il est fautif. Et ce double pivot Andrich-Kroos, sans refaire toutes nos analyses du tournoi, a pas été une source de satisfaction pour l'Allemagne. Il faudra que Nagelsmann, s'il reste, trouve mieux pour la Coupe du Monde 2026, je pense. Mais voilà. Il faut que j'arrête cette vidéo parce que j'ai un avion à prendre. Donc j'espère qu'elle vous a plu. J'upload ça. Passez d'excellentes journées, soirées, une très bonne semaine devant vous. On se revoit pas avant minimum lundi prochain. Donc après avoir enchaîné, je dirais une vidéo et demie en moyenne par jour depuis 3-4 mois là. Grosse période de pause, ça va faire bizarre. Je vais totalement couper. Et on se retrouvera dans une semaine avec, je pense, beaucoup d'infos et d'actu à décortiquer, à décrypter. Tout un arc mercato qui va commencer là pendant un mois et demi. On va mercato et projection sur la saison. J'ai genre déjà une quinzaine d'idées de vidéos prévues. Ça va être pas mal, franchement, j'ai déjà hâte. C'est Christophe Galtier à l'époque qui disait on est des toxicomanes du football. De plus en plus, je ressens. Il y a ce truc-là, ouais, effectivement. Mais bon, une semaine de sevrage, ça va faire du bien. On va reprendre un petit peu de force, on va dormir aussi, ça va être utile, je pense. Et on se retrouve dans, donc, au moins 7 jours. Merci de votre soutien encore une fois. Quel superbe euro j'ai passé avec vous. C'était génial. Franchement, pour moi, le prime de la chaîne. Le prime de ma carrière sur YouTube. Après 7 ans, c'était mon meilleur moment. Et je pars très content de partir après 45 vidéos. L'esprit serein. On a fait du bon taf. Tous ensemble. On a fait du bon taf. On a bien couvert 7 euros. Et c'était beau. Prenez soin de vous les potes. Passez de très bonnes vacances pour ceux qui partent aussi. Bon courage à ceux qui travaillent ou qui ont d'autres obligations que la vie impose. Et ouais, c'est comme ça. Passez de très très belles journées. Et on se dit à dans quelques jours. Bisous.